messieurs, bonjour. Vous êtes prêts? Nous aussi, bienvenue à suivre cette nouvelle production d'entretien qui reçoit les différentes personnalités qui réfléchissent sur différentes questions de la vie quotidienne de la population congolaise d'une manière particulière, mais de toute la population du monde entier en général. Dans cette émission pour aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir un grand homme, un chercheur, un journaliste, un écrivain, celui que vous connaissez très bien sur ces plateaux de WAB Information TV. Lui, c'est Nikez Kibelbel. Avec lui, vous le savez très bien, nous allons discuter sur la grande question. Vous le savez, les éléments de l'armée ougandaise sont entrés en République démocratique du Congo par la frontière de Karombo, c'est dès mars 2025. Ils n'avaient pas besoin vraiment de quelqu'un pour leur ouvrir la frontière, mais ils ont fait eux-mêmes. Monsieur Nikezo Kibelbel, dites-nous comment est-ce que vous avez, disons, quelle lecture avez-vous sur cette question? Oui, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs. C'est une histoire qui date. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on en parle, bien sûr. C'est depuis novembre 2022, je pense, si je ne me trompe pas, que l'armée ougandaise est en mutualisation avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Et en novembre 2022, ils sont entrés d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au niveau des chefs d'État, ils en avaient parlé, mais il fallait que les états-majors puissent se préparer le terrain. Ils sont entrés demain. En 2022 encore? 2022. Aujourd'hui, ils entrent encore par eux-mêmes, eux-mêmes ouvrent la frontière, la frontière effectivement. Alors que nos militaires avaient déjà refusé en avance. Nous ne savons pas si nos militaires avaient refusé. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre comment est-ce que nos militaires les refusent l'accès, mais eux quand même ont ouvert la barrière. Alors, si nos militaires avaient refusé l'accès, cela suppose que nos militaires n'avaient pas reçu l'autorisation ou bien l'ordre de la hiérarchie. Mais de façon générale, l'armée ougandaise a pris la mauvaise habitude d'entrer sans en informer à l'avance l'armée congolaise. Donc, c'est, comme je disais, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont prise, qu'ils ont acquise, et ça doit nous interroger. Effectivement, ça doit interroger les Congolais. Quelles sont les relations diplomatiques actuelles entre la RDC et l'Ouganda? Jusque-là, les relations diplomatiques sont au beau fixe. Sur papier, bien sûr, mais vous savez aussi que la situation sur le terrain nous pousse à un scepticisme. L'armée ougandaise est accusée, avec des preuves, d'avoir appuyé le M23 dans la prise de Bunagana, parce que vous savez que Bunagana n'est pas la frontière avec le Rwanda. Bunagana, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc l'armée ougandaise est accusée de jouer au double jeu. Et quand aussi on voit l'attitude du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général d'armée Muhoozi, on comprend que c'est le double jeu. Alors, sur papier, comme je dis, les relations diplomatiques sont au beau fixe. Mais il y a aussi un principe de l'art de la guerre qui dit qu'il faut éviter d'avoir deux ennemis sur un même front, et surtout quand ils sont deux voisins. C'est-à-dire que si l'armée congolaise, ou si le gouvernement congolais, si la République démocratique du Congo ouvrait un front contre l'Ouganda alors qu'il a déjà un front avec le Rwanda, ça serait à notre désavantage. C'est comme cela que l'art de la guerre conseille de ne pas avoir deux ennemis voisins contre vous sur un même front. Donc, c'est cette attitude-là qui expliquerait que la République démocratique du Congo reste sur une position de fait accompli. Quels pourraient être, selon vous, les motifs derrière cette incursion de l'armée ougandaise en RDC? Alors, il faut d'abord dire que de tout le temps, depuis, certains diraient depuis 90, d'autres diraient depuis 86, l'armée rwandaise est l'émanation de l'armée ougandaise, mais améliorée. Ah bon? Oui, parce que les éléments qui ont constitué les FPR, avec la branche armée l'APR, l'armée patriotique rwandaise, ont été moulus dans l'UPDF, Uganda People Defense Force. Alors,
Donc, c'est l'émanation, avec, comme j'ai dit, des améliorations, parce que après 30 ans, 35 ans, on peut faire mieux. Il y a un lien, je pourrais dire comme il y a un lien ombilical entre l'armée ougandaise ou entre les autorités de l'UPDF et les autorités de la RDF. Il y a ces liens-là. Alors, les Congolais doivent comprendre cela et faire un choix. C'est vrai, entre un ami et un frère, le choix est clair, mais aussi toujours dans l'art de la guerre, l'ennemi d'aujourd'hui peut aussi être ami demain. Et il faut jouer sur cette combinaison ennemi-ami, ami-ennemi, même à une durée très courte. On peut se servir d'un ennemi, et on l'attire vers son camp pour vous rendre un service. Donc, l'analyse à ce niveau-là est un peu complexe parce que nous devons nous poser des questions. Quelles sont les stratégies que l'armée congolaise ou que le gouvernement congolais, les autorités congolaises mettent sur place pour ne pas être surpris si demain l'UPDF changeait de camp. Parce que l'UPDF, comme vous avez dit, il est déjà dans l'Ituri, il est dans le Grand Nord, c'est-à-dire officiellement jusqu'à Lubero. Or, vous savez qu'à l'époque, de Kanyabayonga jusqu'à Ituri, c'était une zone sous influence ougandaise. Et de Kanyabayonga jusqu'à Goma, c'était une zone sous influence rwandaise. Alors la crainte, et nous estimons que le gouvernement congolais réfléchit dans ce sens, la crainte c'est que les deux pays puissent se partager encore le leadership dans cette partie de l'Est et pour aboutir effectivement à ce que nous craignons tous, la balkanisation. La balkanisation. Dites-nous, l'Ouganda a-t-il des intérêts stratégiques ou économiques dans cette zone frontalière? Mais oui, l'Ouganda a des intérêts géostratégiques. D'abord, quand Museveni parle avec les hommes d'affaires, il leur présente une zone économique de l'Ouganda qui va jusqu'à Kisangani. Il dit, j'ai un marché. Donc, si vous venez investir en Ouganda, nous avons un marché de consommateurs. N'oubliez pas que la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants. N'oubliez pas que l'Ouganda, c'est presque la province du Nord Kivu. Donc, pour l'Ouganda, c'est un marché gratuit, je pourrais dire gratuit, qui est en aire de Congo. Et vous voyez même que notre économie est extravertie. Les commerçants de Beni, de l'Ituri, tous ils vont vers l'Ouganda, comme ceux d'ici aussi de Goma, qui soit certains vont vers l'Ouganda, d'autres vers... Mais l'Ouganda, c'est la porte de sortie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, du point de vue économique, l'Ouganda utilise un peu cette économie de pillage. C'est-à-dire que les infrastructures routières, juste à la porte, à l'entrée de l'Ouganda, donc aux frontières, sont bénéfiques à l'Ouganda pour tirer profit de notre économie, notamment les cafés, les cacao, le bois, donc les produits agricoles d'exportation, ça passe par la fraude vers l'Ouganda. Mais il y a un troisième levier économique qui est le pétrole du lac Albert. L'Ouganda est en train d'exploiter ce pétrole-là. Alors, donc, tous ces faits économiques liés prouvent que l'Ouganda a vraiment des intérêts géostratégiques sur notre sol et ne pourrait pas facilement lâcher. Parce que nous disons aussi, dans certaines analyses, nous avons dit que l'Ouganda, en venant dans la mutualisation, son objectif c'était de chasser les terroristes islamistes loin de la frontière, donc de les pousser à l'intérieur du Congo pour qu'ils puissent exploiter calmement le pétrole. Et donc aujourd'hui, que les ADF-MTM sont vers Lubero, l'Ouganda a réussi sa mission qui était un agenda caché. Dites-nous alors, Monsieur Nikes Kibelbel, l'incursion pourrait-elle être liée à des tensions internes en Ouganda ou une dynamique, bien sûr, des pouvoirs régionaux? Il n'y a pas de tension interne en Ouganda. Museveni maîtrise les leviers du pouvoir. C'est vrai que pendant longtemps, il a eu une opposition avec Dr Kizza Besigye. Il faut dire que Dr Kizza Besigye, c'était son médecin traitant. Et que Dr Kizza Besigye, aujourd'hui, a épousé la femme de Museveni, la maman de Muhoozi. Ah bon? Ça, c'est une révélation. Ça. Oui, mais c'est ça, c'est pas un secret. La maman de Muhoozi, du général Muhoozi, qui s'appelle Winnie, c'est la femme de Kizza Besigye. Alors, aujourd'hui, Kizza est arrêté, son état de santé est presque précaire. Donc, c'était le plus grand opposant à Museveni. Parce que d'abord, comme son médecin traitant, il connaissait les rouages
la politique. Bon, il y a un autre jeune qui émerge, le musicien Bobby Wine, mais apparemment, il n'a pas l'étoffe qu'il faut pour renverser Museveni. Donc, il n'y a pas de divergence au niveau de l'Ouganda. On peut parler de divergences entre peut-être père et fils. Si Muhoozi veut prendre le pouvoir sans que son père n'accepte, là, on peut parler de divergence. Mais à l'heure qu'il est, je peux même dire que les multinationales, la communauté internationale a soutenu l'Ouganda avec ce qu'on a appelé la démocratie à parti unique, avec la NRM, le parti de Museveni. Les autres partis sont nés et ont disparu pratiquement comme des feux de paille. Les ADF Nalu, ce sont les Ougandais, ce n'est pas une rébellion pour renverser le pouvoir ougandais? Non, les ADF, en fait, leur vrai nom c'est Madina Attawed Mujahideen. ADF c'est un faux nom. Les islamistes là, ils sont d'origine ougandaise. Mais ce ne sont plus des Ougandais parce qu'il y a plus de 6 pays qui se retrouvent là-bas. Mais leur objectif, ce n'est pas de renverser l'Ouganda. Leur objectif, c'est de créer un califat. Un califat dont le centre serait le Rwenzori. Vous savez, le Rwenzori est partagé entre l'Ouganda et le Congo. Alors, dans ces califats-là, ils ont recruté dans pratiquement beaucoup de pays, parce que pour les sujets islamistes, les musulmans n'ont pas de territoire géographiquement. Les musulmans forment ce qu'on appelle l'Oumma de croyants. C'est une communauté de croyants. Donc, qui n'a pas d'interférence géographique, linguistique. Donc, tous les musulmans forment une seule famille. Donc, l'objectif des ADF-MTM, ce n'est pas de renverser Museveni. L'objectif, c'est de créer un califat. Ah bon? Ouais. Ah, ça, c'est une révélation, monsieur Nikiez. Vous nous arrivez toujours avec beaucoup de notions et nous apprenons beaucoup de vous. Dites-nous alors, quelles conséquences possibles de cette incursion sur la sécurité de la région frontalière ou bien entre la RDC et l'Ouganda, de toutes les frontières entre la RDC et l'Ouganda? Alors, d'abord, il faut partir du principe que l'Ouganda est de bonne foi. Et cette bonne foi-là, il faut aussi la mettre en doute parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut partir du principe que l'Ouganda n'a pas un agenda caché. Parce que si l'Ouganda a un agenda caché, c'est-à-dire de faire jonction avec le Rwanda, là, nous sommes foutus. Là, vraiment, nous sommes foutus. Dès lors qu'ils ont d'abord les bénéfices de la périphérie, c'est-à-dire que facilement, ils peuvent faire entrer leurs troupes et équipements par rapport à nous, qui avons déjà beaucoup perdu dans 2 guerres contre les ADF-MTM et contre la RDF-M23. Donc, il faut, comme j'ai dit, il faut prier, je ne sais pas si c'est le terme, pour que l'Ouganda ne puisse pas changer de costume et s'attaquer à nous. Et c'est lié au Rwanda. Donc ça, c'est la première des choses. Parce qu'ils le font directement, c'est l'application du plan de la balkanisation. Et c'est comme ça que nous saluons les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union européenne qui exigent le respect de la souveraineté de la RDC et des frontières héritées de 1960. Mais les troupes ougandaises sont déjà en Ituri. Dites-nous, qu'est-ce que réellement ces troupes font en Ituri? Est-ce que c'est pour également récupérer cet espace, comme l'a dit le général Muhoozi? Bon, alors, les troupes ougandaises, c'est ce qu'on appelle en diplomatie les pays invités. Donc, à partir de l'accord de la mutualisation, l'Ouganda n'est pas chez nous comme un envahisseur. Il est chez nous comme un pays invité. Officiellement, parce que le jour où nous trouverons que nous en avons marre avec, nous lui demanderons de sortir et il sortira normalement, je dis officiellement. Mais comme je dis, il y a des agendas cachés. C'est pourquoi je disais, il faut prier pour que ça ne soit pas un langage double. Donc, la présence ougandaise sur notre sol se justifie par la mutualisation. Mais en politique, nous devons être prudents, c'est-à-dire que nous devons avoir un plan B en disant si nous découvrons que l'Ouganda, l'UPDF a un autre agenda, comment nous devons réagir pour les faire partir. Ça, c'est très important. Bon, vous savez que l'Ouganda a une politique qui est différente du Rwanda. Les militaires ougandais, quand ils sont sur le sol congolais, ils se comportent, entre guillemets, plus ou moins bien. Plus ou moins bien, ils n'embêtent pas la population, ils cohabitent avec la population. Il n'y a pas de chicotes, de coups de fouet comme on voit avec l'armée rwandaise.
Ce qui fait qu'il y a une certaine sympathie qui naît entre les militaires ougandais et les Congolais. D'ailleurs, je me souviens, en 2020, en 2000 et 2001, quand ils étaient au Congo, quand ils sont repartis avec des femmes congolaises. Ah bon? Oui. Et ils se sont mariés au Congo? Ils se sont mariés au Congo, ils sont repartis. Quand Museveni a envoyé l'avion pour récupérer les militaires, uniquement les militaires ont refusé en disant « nous devons partir avec nos femmes ». Et ils ont fait les pieds d'ici jusqu'en Ouganda avec des femmes. Et ce problème a été débattu au Parlement ougandais parce que le parlementaire trouvait qu'il n'était pas normal que les gens aillent au front et revenir avec des butins qui sont des femmes. C'était un grand débat au niveau du Parlement ougandais. Mais les militaires ougandais, ils avaient des raisons d'apprécier les femmes congolaises mieux que... Il semble que les femmes congolaises étaient mieux que les femmes ougandaises. Et les amener comme butins de guerre. Bon, non, pas comme butins de guerre, parce que ça c'était un problème d'amour. Ils ont fait des enfants. Et je ne sais pas à quel niveau se situe maintenant ces dossiers, mais c'est un dossier qui a fait vraiment débat au niveau du Parlement ougandais. Alors, cette inscription, dites-nous, pourrait-elle exacerber les conflits internes en République démocratique du Congo, notamment dans l'Est de la RDC, selon vous? Alors, quand vous parlez d'incursion, cela signifie qu'ils le font sans l'accord du gouvernement congolais. Bon. Dès lors que le gouvernement congolais n'a pas dénoncé, ce n'est pas une incursion. Okay. C'est entré alors? Oui, mais vous soulevez un problème très sérieux. Parce que l'armée ougandaise, les contingents ougandais qui viennent au Congo, souvent est constitué en majorité des Nyankolé. Les Nyankolé, c'est les gens de la communauté du président Museveni. Alors, quand ils arrivent au Congo, je ne sais pas si ça sera bis repetita, mais quand ils sont arrivés au Congo en 1999, ils ont fait et cause de la communauté Ema contre la communauté de l'Inde. Aujourd'hui, en Ituri, par exemple, il y a des accrochages entre si c'est la Codeco, qui représente ou qui agit au nom de la communauté Lendu, et Zaïre, qui agit au nom de la communauté Ema. Alors, si l'armée ougandaise entre dans les conflits internes au niveau de l'Ituri, et à ce moment-là, il fausse tous les jeux, et nous revenons à ce que nous avions connu dans les années 99-2000, où les affrontements entre les deux communautés ont fait plus de 50 000 morts. Ah bon, ça serait alors grave. Alors, comment la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union africaine, pourrait-elle réagir sur cet événement? Alors, il y a deux façons de réagir. La première des façons, qui est civilisée, c'est que le gouvernement congolais, au regard des informations et des renseignements qu'il reçoit, puisse écrire à l'Union africaine et à la communauté internationale disant l'Ouganda a un autre agenda. Mais là, il faut documenter des cas qui montrent que l'Ouganda, sur le sol congolais, a un autre agenda. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est effectivement dans la pression que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union européenne, font sur le Rwanda. Alors là, il faut effectivement, mutatis mutandis, mettre sur tous les pays limitrophes de la RDC en disant respecter la souveraineté, respecter l'intégrité territoriale de la RDC et le moment venu, si on vous demande de sortir, vous sortez calmement. Nous avons connu ce cas avec les Zimbabwe qui étaient invités. Les Zimbabwe est parti à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il est parti sans faire du bruit quand la mission était terminée. Nous avons, je pense qu'il y avait les Zimbabwe, il y avait aussi les pays de la SADC qui sont partis sans trop de problèmes. Ce sont les pays de l'EAC qui créent des problèmes, qui causent des problèmes au niveau de notre pays. Alors, cette entrée de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo, parce que la vidéo montre que c'est un peu par force, est-ce que ça peut entraîner des sanctions internationales ou diplomatiques? Mais c'est ce que j'ai dit. Pour qu'il y ait sanctions, il faut que la RDC se mette en position de victime ou d'agressé pour dire, écoutez, moi, je suis agressé. Ce que l'armée ougandaise a fait n'était pas dans notre accord. Alors, je sollicite ça, ainsi de suite. Donc, tant que la RDC ne se plaint pas, cela suppose que l'Ouganda le fait en concertation avec la RDC. Ok. Et comment le gouvernement congolais alors pourrait-il réagir sur cette situation si et seulement si il se retrouve lésé?
d'abord, la première des choses, il faut que les services récoltent les éléments, les données qui montrent que l'armée ougandaise est venue pour une autre mission. Aussitôt que les services vont récolter les données, ils vont envoyer à Kinshasa. Et à ce moment-là, Kinshasa, diplomatiquement, va inviter d'abord l'ambassadeur de l'Ouganda en RD Congo pour lui faire voir ce qui se passe. Et ça sera après au niveau des ministres des Affaires étrangères de traiter si ça ne marche pas, au niveau des chefs d'État, et si finalement ça ne marche pas, au niveau de la communauté internationale. Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il vraiment les moyens diplomatiques pour cela? Oui, les moyens diplomatiques ne peuvent pas manquer. Nous avons aujourd'hui une diplomatie agissante. On voit, on donne l'exemple, en l'espace de 2 jours, la RDC est arrivée à faire convoquer le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, oui. Donc, la diplomatie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est les rapports de force. C'est-à-dire que vous pouvez mener une très bonne diplomatie. Si les rapports de force sont en votre défaveur, ça ne produira pas de résultats. Regardez, pendant presque 20 ans, nous avions toujours un ministre des Affaires étrangères. Pendant 20 ans, nous étions sous embargo, on ne nous avait rien dit. Pendant 20 ans, nos richesses étaient pillées, on ne nous avait rien dit. C'est maintenant que les Congolais comprennent que toutes ces guerres, ce sont en partie les guerres qui portent sur les minéraux de la RDC. C'est parce que la diplomatie a parlé. Et je le dis toujours, nous avons un prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Est-ce que le rapport mapping a été mis sur la place publique? Non, parce que la diplomatie n'a pas porté. La diplomatie, on fait, mais le rapport de force est toujours en notre défaveur. Donc le jour où le rapport de force sera en notre faveur, ça va se passer comme sur des roulettes. Alors, quelles stratégies peuvent être mises en place pour éviter que ce genre d'incidents ne se reproduisent à l'avenir en République démocratique? Alors, la première des choses, nous devons constituer des think tanks, c'est-à-dire des bureaux d'études. Des bureaux d'études, que ce soit aussi au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau des violations des droits de l'homme, que ce soit au niveau des pillages, que ce soit... Alors, tous les rapports concoctés, des rapports qui tablent sur des preuves, sur des faits concrets. Ce rapport-là, envoyé au gouvernement congolais, le gouvernement congolais va se baser sur ces rapports pour faire un plaidoyer à travers le monde. Mais si nous ne faisons que constater la présence sans documentation, nous avons moins de chances parce que le droit international, c'est un droit écrit. Et comme on dit droit écrit, il faut apporter des preuves. Il faut apporter des preuves. Dites-nous la dernière question, peut-être dans cette émission, M. Nikezo, faut-il envisager une réforme des mécanismes de coopération militaire ou de surveillance à la frontière pour éviter ce genre d'action? Effectivement et évidemment, il faut... Au fait, vous voyez un peu ce qui se passe chez nous. Et avec la guerre, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas mis assez de moyens, assez de réflexion, c'est-à-dire assez d'intelligence surtout au niveau de nos frontières. C'est vrai, nos frontières sont poreuses, mais est-ce que les agents qui sont aux frontières sont dignes de mériter du bon travail? Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la refonte ou la réforme de l'armée. Il faut le faire. Armée et services de défense et de sécurité, services de renseignement, tout ça, il faut le faire. La refonte sur l'administration du territoire. Je donne un exemple. À l'époque de Mobutu, c'était la territoriale des non-originaires. C'est-à-dire qu'un originaire ne pouvait pas se retrouver sur son territoire. C'est comme ça que vous avez vu des comptes de Villa Kikanda, gouverneur du Nord Kivu. Donc, quelqu'un du Nord Kivu ne pouvait pas gérer le Nord Kivu. On devait l'envoyer ailleurs et vice-versa. Alors, avec... les Kabila sont venus, disons comme ça, les Kabila sont venus, ils ont restitué la territoriale des originaires. Or, dans la territoriale des originaires, avec les crises identitaires, avec les conflits interethniques, ça pose effectivement problème. La territoriale des originaires nous a affaibli davantage la RDC. Donc, il faut revoir tous ces systèmes-là pour que nous puissions être un pays qui se défend d'abord par la dissuasion, c'est-à-dire qui fait peur aux voisins. Prenez les cas si nous avons 5 camps militaires ou 10 camps militaires le long des frontières, les voisins pour attaquer, ils doivent d'abord se rassurer si ces camps militaires sont fournis. Or, à l'heure qu'il est, nous n'avons plus de camps militaires. Rumanga est devenu camp de garde-parc. Et Sayo, n'en parlons pas. Rwampara à Nituri, n'en parlons pas. Donc,
pendant presque 30 ans, la RDC n'a pas construit des camps militaires. Ouais, un camp militaire sert d'abord de dissuasion. Pas de camps militaires aux frontières, pas de casernes. Alors ça pose, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion générale, approfondie sur la gestion de la RDC. Il ne suffit pas de dire que Tshisekedi gère mal. Si on ne fait pas cette réforme, cette réflexion générale à tous les niveaux, celui qui viendra après va aussi faire la même chose. La même chose. Parce que nous sommes très vulnérables, d'abord à travers nos frontières et à travers les services de défense et de sécurité, sans parler de la gouvernance. Merci beaucoup, Nikes Kibelbel. Dites-nous comment est-ce que vous concluez cette émission? Merci, merci beaucoup. Ce qu'il faut dire, ce que nous devons dire, le gouvernement congolais doit être très vigilant. Les services de défense et de sécurité doivent être vigilants pour savoir que les pays n'ont pas d'amis, n'ont pas de frères, ils n'ont que des intérêts. Et comme les pays n'ont que des intérêts, il faut comprendre derrière le langage diplomatique ce qui se cache, les agendas cachés pour chaque pays et pour ne pas être surpris. Parce que nous ne pouvons pas subir les surprises stratégiques. Quand on subit les surprises stratégiques, on se retrouve au fond du gouffre. Voilà, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, M. Nikes. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, messieurs, merci de nous avoir regardé du début à la fin de cette émission. Merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ouvrez également notre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions. À tous et à chacun.